Bonjour à tous, ici c'est le Selon Sensei, j'espère que vous allez bien. On a enchaîné 4 chapitres de fou furieux sur Elbaf, avec des explications sur Nika, Loki, les chevaliers divins qui veulent le recruter, les pouvoirs de Gunko, la révélation de Shamrock Figarland qui est le frère jumeau de Shanks, Harald, le cerbère de Shamrock, la fresque avec les 3 mondes et enfin Skopor-Gaban aka le dévoreur de montagne aka le missionnaire de l'amour, le deuxième commandant du grand roi des pirates, Gold J. Roger. Oda ne semble pas être sur une grande lancée. Oda est sur une grosse lancée, et la suite de l'arc sera exceptionnelle. Aujourd'hui, pré-chapitre du chapitre 1140. Vous l'avez sûrement remarqué, mais c'est le grand retour des vidéos sur l'Euro Jackson avec un bon rythme, c'est-à-dire une vidéo tous les 2-3 jours. D'ailleurs, il y a une vidéo aujourd'hui, et il y aura même une vidéo demain. J'espère que ce grand retour vous fait plaisir, parce que moi je suis très heureux de vous retrouver, et j'ai hâte de vous présenter tout ce que je vous ai préparé. L'auteur a un schéma clair pour le haki et les fruits en général. J'ai théorisé ce schéma il y a longtemps, et certains se rappellent sûrement. Arc Big Mom, éveil du HDO, début d'éveil du HDA. On se rappelle que Katakuri a montré un éveil complet du haki de l'observation, et au niveau du HDA, il a montré un début d'éveil, avec un Luffy qui était choqué. Arc Kaido, éveil du HDA, début d'éveil du haki des rois. Au niveau du HDA, on a eu Yogoro, on a eu Luffy, on a eu Kaido, et on a eu un début d'éveil du haki des rois avec le fameux haki des rois offensif. Et un chapitre éponyme, haki des rois. Et enfin, Arc Shanks, éveil complet du haki des rois. Il manque l'éveil complet du haki des rois, et Shanks représente le haki des rois. Shanks et Elbaf, Luffy entraînera son haki des rois sur Elbaf, et l'entraînera avec Skopor-Gaban. Après l'entraînement du HDA avec Yogoro, il est grand temps d'entraîner son haki des rois avec Skopor-Gaban. Rayleigh lui a appris les bases du haki, et lui a permis d'avoir un bon haki des rois mental. Il lui a permis de coucher pas mal de combattants. Gaban lui apprendra l'éveil poussé du haki des rois, et lui permettra d'avoir les vrais pouvoirs du haki des rois. Skopor-Gaban a un surnom légendaire qui est lié à sa propre légende, parce que l'hôpital dans lequel se faisait soigner Gold J. Roger s'est fait encercler par des centaines d'ennemis. Sauf que Gaban est sorti seul. Il les a massacrés et a laissé la montagne sans aucun arbre debout. Il a soumis l'écosystème totalement seul. Je pense très honnêtement qu'une majorité ne se rend pas réellement compte de la légende de Skopor-Gaban et de ce qu'elle dit réellement de lui. À côté de Seigneur des Ténèbres, ça peut paraître moyen voire nul. Mais je vous garantis que c'est tout sauf le cas. Et voici pourquoi. Quand Gaban affrontait les centaines d'ennemis, c'était avant l'âge d'or de la piraterie. Et cet élément est hyper important, parce que l'époque était totalement différente. Pour le dire clairement, cette époque était une époque de malade mental. Et c'est Jinbei qui en parle le mieux. Aujourd'hui encore, j'ai souvenir de cette peur que je ressentais face à tous ces humains qui ravageaient l'île. L'âge d'or de la piraterie, ça fait référence au fait qu'il y a eu une grande vague de piraterie suite à l'annonce du roi des pirates. Mais l'époque la plus dangereuse était l'époque pré-âge d'or. Les pirates les plus puissants étaient beaucoup plus puissants. Les rookies étaient beaucoup plus puissants. Gold J. Roger surpassait de loin les empereurs actuels et Barbe Blanche était à son prime. C'était une époque où on retrouvait Silvers Rayleigh, Skopor-Gaban. Quand l'auteur nous dit que Roger était encerclé, il faut comprendre que ce n'était pas une équipe de clowns. Ils viennent pour prendre la tête du roi des pirates. Et quand on regarde l'intégralité du récit, on nous parle d'une montagne éloignée. Ce qui veut dire qu'on a des centaines de pirates qui se sont préparés en équipe pour abattre le roi des pirates. Une telle organisation, ça demande forcément une préparation. Un plan. Il faut attaquer au bon moment. C'est à ça que fait référence Kizaru quand il dit à Rayleigh « Si j'avais su, je serais venu préparer en conséquence. Nous avons besoin d'un plan contre toi. Il faut un plan minutieux. » Sur Wano, on apprend que sur l'attaque surprise de l'Alliance Pirates, Minx, Samouraï, il se serait fait écraser. Sauf que, malgré la préparation minutieuse, Skopor-Gaban est sorti seul, et il leur a fait vivre l'enfer. Il n'a laissé aucun d'eux s'approcher du roi des pirates. Il fallait lui passer sur le corps. En d'autres termes, il fallait lui prendre la vie avant de s'approcher de l'homme qui lui faisait confiance. Une telle organisation nécessite un certain commandement, ce qui veut dire qu'on avait certainement un équipage entier qui voulait la tête du roi des pirates. Cette histoire me rappelle l'histoire de l'un des shinobi les plus puissants de Naruto, le deuxième Hokage, Tobirama Senju. Tobirama a perdu la vie en affrontant une escouade entière qui l'entourait, lui et son équipe. Il a donné sa vie pour sauver celle des autres, mais il a emmené l'assaillant dans la tombe. Tobirama s'est retrouvé face à face avec des ninjas d'un niveau ahurissant. Kinkaku, Ginkaku et leur unité. Quand Skopor-Gaban sort de l'hôpital, il est dans cette optique. Aujourd'hui, tout le monde va perdre la vie. Et si je dois y laisser la mienne pour qu'aucun d'entre eux ne s'approche du capitaine, qu'il en soit ainsi. Ce qui m'amène à parler de son surnom légendaire, le dévoreur de montagne. On va faire un point étymologique et linguistique parce qu'il faut en parler. Il y a 2 traductions à son surnom. La fan trad FR l'appelle Mange-Montagne et la trad officielle de Manga Plus l'appelle Ratiboiseur. Sauf que la trad officielle anglaise l'appelle Mountain Eater, donc mangeur de montagne. Mais alors, c'est quoi ce foutoir? Quelle traduction est la plus fidèle à l'original du manga? Eh bien pour vous, j'ai enquêté. Et j'ai fait appel aux professionnels à qui je fais appel souvent quand j'ai besoin d'être sûr, ou pour des trades qui n'ont pas de trad officiel, comme pour les vivre cards. Le titre du chapitre c'est ça,
Yama-Kurai. Et ça tombe bien, c'est le surnom légendaire de Gaban. Son surnom légendaire est la contraction de Yama, qui veut dire montagne, et Kurai, qui veut dire manger, dévorer. Yama-Kurai est donc un surnom légendaire propre à Gaban, qui est la contraction de montagne et de manger, dévorer. Il est donc normal de traduire son surnom par mangeur de montagne ou dévoreur de montagne. Kurai vient du verbe kuro, qui signifie manger, sauf que c'est une forme plus brutale. On mange avec force. Voilà pourquoi en français on dit dévorer. En japonais on a beaucoup de façons de dire manger, mais cette forme est la plus agressive. Voilà pourquoi la traduction pourrait être le dévoreur de montagne. Mais le mangeur de montagne est également une traduction qui est juste. Le dévoreur ou le mangeur de montagne est un surnom qui évoque l'exploit d'un homme qui a détruit l'écosystème d'une montagne pendant une bataille épique. Mais alors pourquoi ratiboiseur ? Pourquoi un tel choix? Eh bah déjà il faut s'intéresser au mot. Ratiboiseur est un mot familier en français qui désigne une personne qui effectue l'action de ratiboiser. Selon le CNRTL, Centre National de Ressources Sexuelles et Lexicales, ratiboiser signifie rafler ou voler au jeu. Par extension, ça peut également signifier ruiner quelqu'un au jeu. Plus généralement, causer la perte de quelqu'un ou de quelque chose. L'Académie française donne deux sens au mot. Prendre l'argent à quelqu'un, couper à ras les cheveux de quelqu'un. Mais là vous me direz d'accord, mais pourquoi est-ce que tu parles de langue française? Eh bien c'est simple, les mots ratiboiser et ratiboiseur n'ont tout simplement pas d'équivalent en japonais et en anglais. Le mot ratiboiser vient de l'argot du 19e siècle, influencé par le suffixe boiser. À l'origine, il signifiait voler tout. Le choix de traduction a été fait de sorte à avoir un surnom propre à la langue française. Mais est-ce que ce choix est le plus judicieux? Eh bien chacun aura son avis après mon explication. Mais pour moi le problème c'est que le sens de ratiboiseur ne colle pas vraiment à l'aspect légendaire du surnom. Voilà pourquoi il serait beaucoup plus judicieux et fidèle d'appeler Gaban le mangeur de montagne. Et si on va encore plus loin et qu'on veut être encore plus fidèle, parce qu'on a compris toute la subtilité, on parle du dévoreur de montagne. Après cette analyse linguistique et étymologique, parlons du surnom légendaire en lui-même, pour comprendre ce que l'auteur veut nous raconter. Dans la symbolique, Skopor Gaban imposait sa domination sur la montagne et sur les ennemis. C'est ce qui lui vaut le surnom de dévoreur de montagne. En anéantissant l'écosystème qui s'y trouvait, il montre que son destin n'est guidé que par sa propre volonté, et qu'il défie les lois de la nature et de l'équilibre environnant. Détruire une montagne peut être à la portée de beaucoup de combattants, mais imposer sa domination à la nature elle-même, c'est autre chose. Après une bataille épique, il ne restait plus un arbre debout. Le surnom dévoreur de montagne existe pour nous dire que Gaban est une figure légendaire qui efface des paysages entiers. Mais ça ne s'arrête pas là car Gaban utilise des haches. Or, il y a de grandes différences entre les épées et les haches. Une épée, c'est plus rapide et maniable. Ça permet des attaques variées. C'est plus précis, plus technique. Une hache, c'est plus fort mais beaucoup plus court. Moins rapide, moins maniable, moins précise, moins technique. Et une hache nécessite une plus grande force brute. Gaban est à l'image de ces haches. Il attaque avec brutalité. Il ne laisse rien ni personne debout après ses attaques. Gaban est un combattant qui découpe tellement qu'on parle concrètement de destruction. Il a tout tranché dans la montagne. Ennemis, arbres, tout. Trancher un arbre, c'est une coupe. Trancher une forêt entière, c'est un saccage. C'est de la destruction pure et dure. Un bûcheron abat des arbres pour construire, replanter, entretenir. Un guerrier comme Gaban est beaucoup plus à l'image d'un cataclysme qui rase tout. Gaban tranche avec une telle intensité qu'il laisse du vide derrière lui. Et c'est là où trancher devient excessif. Le pouvoir de couper se transforme en pouvoir de destruction. Dans le chapitre 939, Yogoro dit à Luffy, avec un bon sabre, la force qui coule dans le corps, donc il parle du haki, permet aussi bien de trancher le fer que de ne pas réussir à couper une simple feuille. Tout dépend de la volonté du combattant. Les mêmes mots ont été prononcés par Koshiro le sincère. La plus puissante des lames est celle qui a le pouvoir de protéger ce qui doit être protégé, et de trancher ce qui doit être tranché. Skopor Gaban a littéralement tout tranché sauf l'hôpital, qui était encerclé, car Gaban est un maître en haki. Raison de plus pour laquelle Gaban entraînera Luffy sur Elbaf. Dans le chapitre 1139, Oda précise que Gaban est l'un des meilleurs HDO du monde, et c'est passé inaperçu. En effet, il a ressenti un étrange haki qui venait du château. Or, personne d'autre ne l'a remarqué. Pas même Sanji qui est un excellent HDO, pas même Luffy qui est un excellent HDO. Comment se fait-il qu'il soit le seul à avoir remarqué cette présence? Comment a-t-il pu remarquer ce haki alors qu'on parle de chevaliers divins expérimentés qui ont l'habitude du camouflage, qui ont l'habitude de cacher leur présence? Eh bien parce que Skopor Gaban a l'un des meilleurs HDO de tous les temps. Crocus, Rayleigh et Gaban symbolisent trois moments cruciaux de l'œuvre en général. C'est-à-dire que Crocus est là dès le début de Grand Line, qui est une zone extrêmement dangereuse, mais qui n'est pas le Nouveau Monde. Rayleigh apparaît pré-Nouveau Monde, pour montrer Mugiwara que la suite est impossible pour eux. Sans son intervention, un simple amiral seul aurait mis fin à leur aventure. C'est terminé pour eux, on arrête tout. Il a donc entraîné Luffy, et les autres ont eu leur entraînement. Ils ont évolué jusqu'à battre l'équipage de Kaido. Sur Egghead, un simple amiral seul n'est plus de taille. Pas contre l'équipage, mais seulement contre le capitaine. L'évolution est telle qu'il peut le gifler lui et son maître.
chapitre. Scopper Gaban apparaît pour marquer la saga finale, où toutes les forces seront déchaînées. Il apparaît pré-bataille finale, où ce ne sera pas 2 empereurs qui vont tomber, mais une instance et des forces qui gouvernent depuis des centaines d'années. Gaban introduit cette phase, et Gaban, c'est un Rayleigh mais en 2025. Les meilleurs combattants de toutes les catégories et niveaux sont tombés. On a vu des amiraux max et des amiraux se faire gifler, des Shichibukai au max et des Shichibukai se faire gifler. Pareil pour des commandants et pour des empereurs. Là, Gaban veut tester Luffy, pour voir s'il est digne d'être le prochain roi des pirates. Mais on sait aussi que Shamrock veut enlever des enfants de géants. Et s'il enlève son fils, Colon, et qu'en plus Luo Gunko font du mal à sa femme, alors ce sera totalement différent, parce qu'il entrera dans une colère noire. Mais avant d'en arriver là, pour l'instant, on en est au stade où il est devant Luffy, et où il veut le tester. Et Gaban est actuellement le représentant de l'équipage du roi des pirates. C'est-à-dire qu'il incarne l'un des équipages les plus forts de tous les temps, dans le pays le plus fort du monde. Sans oublier que Luffy et Zoro ne ressentent pas sa puissance, que personne ne l'a reconnu, et qu'ils ignorent qu'ils ont face à eux l'égal du Seigneur des Ténèbres. Oda a donné tous les éléments pour qu'on comprenne que Gaban sur Elbaf, ça va être une vraie dinguerie. Rayleigh n'a jamais réellement dévoilé ce qu'il rendait puissant. Connaître son niveau c'est bien, mais voir de quoi il est capable, c'est mieux. Oda a utilisé son niveau de puissance, mais en termes de compétences, on n'a rien vu. Et la raison est simple, l'archipel ça arrive pré-Marineford. Et c'est dans cette bataille que les plus grands combattants se sont affrontés. Et fallait pas non plus que Kizaru perde la vie. Les choses auraient été beaucoup plus compliquées. Gaban n'a pas ce problème car il arrive après Marineford, Onigashima et Egghead. On a vu du Haki des rois mental assez puissant pour faire paniquer Im. Un Haki des rois offensif suffisamment puissant pour mettre Kid KO en un coup. Voilà pourquoi l'auteur est totalement libre de faire briller Gaban autant qu'il le veut. Plus rien ne le retient et on pourra voir les compétences du bras gauche du roi des pirates. Il a atteint l'un des plus hauts niveaux du monde alors qu'il n'a pas mangé de fruits. En tout cas, partons du principe que c'est le cas, au vu de l'équipage de Roger. Ce qui implique le fait qu'il possède l'un des meilleurs Haki au monde. Et son Haki des rois peut très bien être révélé au prochain chapitre, sauf s'il se concentre sur le HDO, et qu'il fait usage de son Haki des rois contre Shamrock ou un autre chevalier divin. Parce que Shamrock et Gunko ont fait appel à quelqu'un d'autre, qui peut pop à tout moment dans le château. Et l'auteur peut très bien l'utiliser pour que Gaban nous montre ce que vaut le bras gauche du roi des pirates. Ça peut être à 3 moments. Contre Luffy, même si c'est un peu plus intéressant par rapport à la clé d'avoir un combat d'agilité, de vitesse et de HDO, contre le chevalier divin qui pop, ou contre Gunko et ou Shamrock. Mais en tout cas, je pense qu'Oda peut sacrifier un chevalier au vu de leur nombre. Et le dévoreur de montagne va faire comprendre au monde entier qu'il ne démérite pas son surnom légendaire. Alors maintenant, je vais répondre à 2 questions hyper intéressantes qu'on m'a posées beaucoup de fois. Est-ce que tu penses que Shamrock peut donner un gros combat à Luffy? Alors question très intéressante. Malheureusement, par rapport à Shamrock, on n'a pas réellement beaucoup d'infos sur sa puissance, si ce n'est le fait que c'est le frère jumeau de Shanks, donc forcément, on attend un minimum de puissance. Qu'il est le fils de Garling, qui est bien sûr très puissant, qui est en plus devenu doyen. Qu'il est devenu le nouveau chef des chevaliers et que son épée a les pouvoirs de la créature mythologique Cerbère. Donc tout ça réuni, si on est un minimum honnête, ça nous donne un niveau minimum qui lui permet de combattre Luffy. Maintenant, bien sûr, ça dépend parce que ce qu'on veut en 2025 sur Elbaf contre Luffy, bah c'est un niveau empereur. Parce que sinon, il n'y a pas réellement d'intérêt. On a vu Kizaru contre Luffy sur Egghead, on a un petit peu de clownerie, on a de la fuite jusqu'à ce que Luffy atteigne sa limite, donc en fait ce niveau n'est pas réellement intéressant. C'est un petit peu comme sur Onigashima avec Yamato contre Kaido. On sait que quoi qu'il arrive, au-delà du fait que c'est Luffy qui devait le vaincre à la fin, Yamato n'avait aucune chance. Si tu n'as pas d'aide avec un plan de ton côté avec beaucoup de chance, et quand je dis beaucoup c'est vraiment beaucoup de chance, pour gagner, avec un plan, une stratégie, un piège par exemple, tes chances de victoire sont proches de 0. T'as quasiment aucune chance de gagner, c'est comme ça, le niveau est beaucoup trop élevé. À la grande différence d'un Luffy qui a une limite de temps, ce qui te permet de pouvoir jouer avec sa limite de temps, surtout si Luffy n'est pas très énervé et qu'il n'a pas envie de te détruire, Kaido lui n'a pas de limite. Et d'ailleurs en termes d'endurance, Kaido c'est vraiment un monstre d'endurance. C'est pas juste un monstre en force brute, c'est aussi un monstre d'endurance. D'ailleurs il n'est pas le seul, on a par exemple Big Mom qui l'a affronté toute la nuit. Alors on peut dire ce qu'on veut sur Big Mom, on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais elle l'a combattu toute la nuit. Avec Luffy, on a donc un empereur qui est particulier, via cette limite qui l'handicape énormément. Et en vérité, pour répondre à la question, Shamrock, combien même il n'aurait pas le niveau empereur, et quoi qu'il arrive, il peut offrir un beau combat à Luffy. Parce que je pense que tout ce qui entoure Shamrock nous dit qu'il a au minimum le niveau intermédiaire, qui est un niveau qui est bien sûr supérieur à Kizaru, et qui est inférieur à un Luffy. Par contre, le niveau intermédiaire est un niveau qui est tellement élevé que Barbe Noire, donc empereur, avec 2 fruits, Yami Gura, 2 des fruits du démon les plus puissants qui existent, a fait 7 têtes devant un homme qui représente ce niveau. Rayleigh vieux. Maintenant, je pense que le niveau Yonko de Shamrock reste à confirmer. Dans l'absolu, on pourrait dire pareil pour le niveau intermédiaire, mais bon, Shamrock, je pense que si on ne fait pas semblant, on se rend compte que Shamrock a un statut qui est particulier. Et de par ce statut, et les liens qu'il a avec des monstres comme Garling son père et Shanks son frère jumeau, il a au minimum ce niveau. Maintenant, bien sûr, le niveau Yonko serait intéressant pour Shamrock, parce qu'en fait, Shamrock, au plus il est puissant, au plus il est important et intéressant pour la suite. Et en fonction de son niveau, c'est là qu'on verra son adversaire. S'il a le niveau empereur, Luffy,
S'il est inférieur, alors on pourrait parler de Zoro. Parce que l'étape d'après pour Zoro, c'est un niveau intermédiaire. Il a battu King, le second empereur. Il lui faut maintenant un intermédiaire. Et je pense pas que Zoro ira affronter Rayleigh vieux. Qu'est-ce qu'il apporte Gaban en fait? On est quasiment à la fin du truc, et qu'est-ce qu'il va nous apprendre qu'on ne sait pas? Alors, cette question fait suite à ma première vidéo question où justement je parlais de Gaban, où je disais que si Gaban était sur Elbaf, eh ben, il pourrait apporter beaucoup de choses à tous les niveaux. Je réitère à 200% ce que j'ai dit dans ma vidéo. Mais pour aller encore plus loin et pour dire les termes, Scopper Gaban est un monstre de puissance. Donc Gaban, quoi qu'il arrive, son niveau est tellement élevé qu'il peut être important n'importe quand. On a juste à voir Rayleigh pour comprendre que ce niveau qui est extrêmement élevé, le niveau intermédiaire c'est pas n'importe quoi, peut être important dans n'importe quelle circonstance. Même quand un empereur est venu en personne, le niveau de Rayleigh a suffi à faire en sorte que l'empereur rebrousse chemin sur l'archipel quand il est venu et qu'il a fait une descente avec Luffy et Jinbei à Marineford. C'est pas n'importe quoi. Rayleigh est tellement fort qu'il servait entre guillemets de rempart. Il servait de mur. Je viens pour protéger la relève. Donc ça c'est pour le côté puissance. Maintenant, d'un point de vue scénaristique, je pense qu'honnêtement on doit pas limiter Gaban à il a été sur Loftail, Luffy veut pas qu'on lui dise tout. On rappelle que sur l'archipel, quand Usopp voulait demander à Rayleigh des infos, Luffy lui a hurlé dessus, lui a dit non arrête, lâche ça, ça m'intéresse pas. Et donc se dire que Gaban n'est pas important. En fait il y a 1001 façons de faire en sorte que Gaban est important au niveau de l'arc pour les Mugiwara. D'ailleurs on a appris qu'il vivait là depuis 20 ans. Les Mugi débarquent sur une île qu'ils découvrent. Et là, il tombe sur un personnage extrêmement puissant, extrêmement connu, qui vit depuis 20 ans. Donc il pourrait nous parler de la vérité sur Harald, sur Loki, sur la famille royale, etc., etc. En d'autres termes, il pourrait avoir des infos que même les géants n'auraient pas, parce que bien évidemment, leur statut est différent. On parle d'un pirate légendaire. Rappelez-vous du moment où les Mugiwara et Road rentrent dans le château. Que dit Road? Il dit « Moi, je suis jamais venu ici. Moi, je ne suis qu'un simple géant. » A contrario, Gaban, où est-ce qu'on l'a vu? On l'a vu sur le trône. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.